Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis Georges Goma, docteur en sociologie, diplômé de l'Université de Paris 5 René Descartes en France, ayant soutenu une thèse de doctorat mémorable dans cette université en 2002 sur un sujet éminemment français, le vieillissement de la population et la prise en charge des personnes âgées très dépendantes en France. Je cite ces références pour dire que un certain nombre de personnes qui jouissent de la double nationalité, et je suis français et je suis congolais de Brazzaville. Je suis un intellectuel et je suis un enseignant, également comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Je me permets, n'est-ce pas, de mentionner toutes ces références pour aborder un problème. Un problème qui a pris de l'ampleur depuis maintenant 2 jours. Et ce problème, c'est l'arrestation du jeune activiste congolais qui ne laisse pas d'être un activiste, mais qui a aussi fait des études supérieures, je crois, en Roumanie. Et je veux parler du jeune Faye Monama. Faye Monama qui est aujourd'hui, n'est-ce pas, interné dans des zones de rétention en force et à Bobigny et qui est menacé, n'est-ce pas, d'être refoulé au Congo-Brazzaville. Cela est complètement injuste et notre prise de parole aujourd'hui, c'est que nous voulons nous adresser à la France, aux autorités françaises qui ont certainement eu suffisamment de raisons d'entraîner ce jeune garçon, ce jeune militant farouchement opposé, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, à la dictature féroce de Congo-Brazzaville emmenée par M. Denis Sassou Nguesso depuis son coup d'État de 1997. Et il apparaît très clair maintenant que le coup d'État de 1997, qui a été maquillé en guerre civile, est un coup d'État savamment préparé, pas seulement par Denis Sassou Nguesso, mais également par des autorités françaises de l'époque et de maintenant, finalement, parce qu'on se rend compte qu'il y a une continuité de l'État français par rapport à ses rapports avec le Congo-Brazzaville notamment. Il apparaît clair maintenant aux yeux de tout le monde que Denis Sassou Nguesso a été positionné là où il est par la France qui, certainement à tort ou à raison, a pensé voir dans Denis Sassou Nguesso la personne qui devait certainement beaucoup plus protéger les intérêts de la France au Congo-Brazzaville que Sassou Nguesso n'avait à protéger les intérêts du Congo également, qui est rentré dans les rapports de coopération, des rapports diplomatiques, des rapports économiques avec la France, qui est un partenaire tout à fait traditionnel avec le Congo-Brazzaville. Et nous en sommes contents. Nous en sommes contents parce que nous aimons la France. Nous en sommes contents parce que nous avons une histoire commune avec la France. Nous en sommes contents parce que nous venons étudier en France et d'autres travaillent en France également. Et nous ne sommes pas contents du fait que, à un moment ou à un autre, la France semble ne regarder que les intérêts de la France et bafouer les intérêts du Congo-Brazzaville. On a entendu par-ci et par-là également qu'un certain nombre de chefs d'État africains, pas africains, mais des chefs d'État congolais, qui ont été au pouvoir, sont partis du pouvoir parce que la France ne voulait pas de ces personnes-là. Mais pourquoi est-ce que la France ne voulait pas de ces personnes-là? C'est tout simplement que ces personnes-là voulaient aussi, n'est-ce pas, regarder les intérêts du Congo, qui au fond, les intérêts du Congo ne sont pas inversement proportionnels aux intérêts de la France. Et que dans ce rapport,
devait être davantage magnifiée en regardant aussi les intérêts du Congo. Le Congo, c'est 5 millions d'habitants seulement. La France, on a des millions et davantage, peut-être 49 ou 50 millions, je ne sais pas. Vous voyez qu'un petit pays de 5 millions d'habitants, ce n'est pas sorti de développer ce pays-là. Alors, nous voulons dire toutes ces choses-là pour dresser ce décor-là, avant de revenir un peu sur le cas de Faye Monama. C'est de bien faire comprendre à tous que le Congo n'est plus ce pays-là qui regorge des personnes qui ne comprennent rien à rien, qui n'ont rien dans la tête, et que la France va évidemment être le seul cerveau penseur de ce que doit être les rapports entre la France et le Congo-Brazzaville. Cela, c'est se tromper. Et j'ai bien peur que cette attitude soit une attitude racialiste qui n'a pas terminé au fond, malgré évidemment les évolutions constatées aussi bien au niveau des instances internationales que dans les rapports bilatéraux avec la France. Le Congo-Brazzaville a des intellectuels. Le Congo-Brazzaville a des cadres, a des experts qui connaissent l'ABC, qui sont capables de faire des analyses, qui sont capables de voir aussi ce qu'il faut pour le Congo-Brazzaville, pas contre la France, mais également pour l'épanouissement du Congo-Brazzaville. Alors, ces chefs d'État qui ont été soit tués, soit forcés à l'exil, et je pense tout récemment, pour les personnes qui ont été tuées, je pense à Marien Ngouabi, mais Marien Ngouabi également avait une discussion avec la France sur la répartition à peu près équitable, n'est-ce pas, de la richesse entre la France et le Congo-Brazzaville, d'autant plus que la France exploitait le pétrole et beaucoup d'autres matières premières au Congo-Brazzaville, le bois et tout le tralala. Mais on sait aussi très bien que Marien Ngouabi, avec la France aussi, il y avait des rapports qui étaient assez difficiles. Je ne rentre pas en profondeur là-dessus. Les observateurs comprennent très bien que la mort de Marien Ngouabi n'est pas aussi loin, n'est-ce pas, de la nature tumultueuse de ces rapports qu'avait Marien Ngouabi avec la France. Et tout récemment, on veut parler de Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, le premier président jamais élu au Congo-Brazzaville, aussi a eu une attitude avec la France. Aussi, la France a intervenu aussi dans l'élection de Pascal Lissouba. Ce n'est pas l'objet de mon propos, mais il faut quand même le révéler. Je dis tout ça, ce n'est pas détaché du cas de Faye Monama parce qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas un fait anodin qu'on ait arrêté Faye Monama. Faye Monama est devenue une icône, n'est-ce pas, dans la lutte que les Congolais sont en train de mener depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Donc, ça devient un facteur important qui bouscule, qui va jusqu'à bousculer, faire même peur à la France, finalement, ce jeune garçon, Faye Monama, et beaucoup d'autres également, certainement font peur à la France. Donc, nous voulons quand même resituer tous ces éléments-là pour faire comprendre à la France qu'il est temps peut-être de changer de paradigme, de changer la façon de voir les choses parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les Congolais que nous sommes, qui avons compris les choses, nous ne nous laisserons plus faire. On sait très bien que nous sommes certainement fragiles, qu'on peut nous atteindre n'importe quel moment, mais cela n'a aucune sorte d'importance parce que ce qui est important chaque fois que nous prenons la parole par rapport au Congo-Brazzaville, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir en tant que tel, sinon nous serons rentrés dans ce régime-là depuis qu'on nous fait des appels de pied, depuis qu'ils sont là-dedans. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire comprendre les choses, de dire aux autres que nous comprenons également la profondeur, n'est-ce pas, des enjeux qu'il y a entre la France et le Congo-Brazzaville. Et la France est en train de pousser, n'est-ce pas, les Congolais aussi à adopter une attitude complètement radicale aussi, comme ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas, dans les pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est tout un mouvement qui se passe là-bas qu'il ne faut pas négliger en tant que tel. On voit des critiques qui fusent par-ci et parfois par les Africains eux-mêmes et qui désolent quand même nos esprits à voir comment on peut critiquer, n'est-ce pas, des gens qui parlent aussi pour la première fois, les rapports avec l'Afrique sont séculaires quand même aussi.
Donc, on peut comprendre que les gens qui se lèvent pour revendiquer une souveraineté aussi de leurs États, puisque les États sont devenus indépendants depuis un certain temps, revendiquer la souveraineté, c'est l'un des actes les plus nobles qu'il y a dans la vie des nations. Les Français ne badinent pas avec leur souveraineté. Les Américains ne badinent pas avec leur souveraineté. Les Anglais ne badinent pas avec leur souveraineté. Les Australiens ne badinent pas avec leur souveraineté. Les Chinois ne badinent pas avec leur souveraineté. Les Brésiliens ne badinent pas avec leur... Mais pourquoi voulons-nous que les Africains badinent avec leur souveraineté? Ça n'est pas, écoute, ça n'est pas méchant de revendiquer sa souveraineté. Donc, nous voulons quand même, à partir du moment où nous avons placé l'arrestation de Faye Monama comme un phénomène éminemment politique, c'est-à-dire, c'est une péripétie dans le tumulte des relations de la France avec ses anciennes colonies en Afrique. Et je crois qu'il faut qu'on y mette un peu de lucidité là-dedans pour que, évidemment, nous n'arrivions pas à la casse. Faye Monama, ce jeune militant, de toutes les façons, sa lutte est claire et nette. Il ne se cache pas pour dire ce qu'il pense. Et ces derniers temps aussi, il ne laisse pas d'être seulement un radical. Et la radicalité, s'il vous plaît aussi, on a besoin de dire quelque chose, n'est-ce pas, sur cette prétendue radicalité de certains. On n'a toujours pas été des radicaux. La radicalité de certains Africains est une conséquence de la non prise en charge par les partenaires étrangers, et notamment la France, de leur capacité aussi à définir de façon pertinente certains enjeux et certaines problématiques, parce que la France est cantonnée dans cette attitude du paternalisme. Vous, les Congolais, vous ne comprenez rien à rien. Moi, je suis le meilleur connaisseur de votre situation, c'est cela qui se passe. Faye Monama, comme je le disais tantôt, a été on l'a suffisamment observé sur la scène de la résistance, je ne dis pas de l'opposition. Il y a une différence fondamentale entre les opposants congolais et les résistants. Parce que les résistants sont nés du refus de Denis Sassou Nguesso, n'est-ce pas, de laisser la place tout à fait aussi souveraine à l'opposition, parce que l'opposition congolaise aujourd'hui n'est pas une opposition, c'est une caisse de résonance du régime de Brazzaville, puisque c'est le régime de Brazzaville, n'est-ce pas, qui nomme les opposants. Fatima Biala, qui est soi-disant le patron de l'UPADES, qui était quand même le parti de Pascal Lissouba, l'un des partis les plus influents du Congo, aujourd'hui émarge dans le système. On voit bien les positions de Fatima Biala. Et les autres membres aussi sont rentrés, n'est-ce pas, dans la législature de Denis Sassou Nguesso en se tenant à carreau. Madame Mounari, de temps en temps, il y a des prises de bec comme ça à l'Assemblée nationale, mais avec du recul, on voit très bien qu'aussi elle s'est couchée dans cette opposition qui est une opposition factice en réalité. Il y a M. Clément Miarassa aussi qui prend la parole, qui se revendique de l'opposition, mais qui fait bien la différence parce que la critique de M. Miarassa par rapport au système est une critique franche. Il le dit clairement. Au départ, il y a des gens qui s'appelaient, mais oui, mais on fait attention. Ah, M. Mirassa, il est dans le système. Mais quand on a vu un peu la profondeur, n'est-ce pas, de ses interventions, de ses sorties, on se rend compte qu'il s'est, n'est-ce pas, situé dans une approche, une certaine opposition à laquelle on peut donner quelques tribus en tant que tel. Mais le concept fondamental, quand on a vu l'agir politique de M. Denis Sassou Nguesso depuis son retour en 1997 au Congo-Brazzaville, et la façon dont, évidemment, ils utilisent les oripeaux de la démocratie, c'est-à-dire qu'ils utilisent tout ce qui est démocratique en tant que dans la rhétorique, tout simplement, mais dans l'agir politique, c'est une dictature féroce et on le voit très très bien. Et là encore, le jeune Faye Monama, le jeune résistant Faye Monama aussi, a été sur la sellette au cours d'un autre événement où la France aussi est impliquée, qui est, n'est-ce pas, pendant les élections, les dernières élections, je crois, de 2020, je pense, hein,
où un candidat à la présidence, et pas des moindres, Guy Brice Parfait Kolela, a été, n'est-ce pas, tué, il faut le dire, il faut dire les choses comme elles se présentent. Cette élection-là, un candidat sérieux à l'élection présidentielle a été tué. Il n'est pas mort de Covid, nous le refusons parce que ici, évidemment, à Paris, nous nous sommes saisis de cette affaire-là. Nous avons travaillé en silence sur cette affaire-là pour voir, évidemment, chercher à savoir de quoi est-ce que Guy Brice Parfait Kolela, qui avait au préalable reçu des menaces, n'est-ce pas, des caciques du régime en place, Monsieur Ayessa, pour ne pas le citer, qui était le directeur du cabinet privé du chef de l'État, et qui a prononcé, n'est-ce pas, un discours qui ne, en tout cas, qui est assez suggestif là-dessus, où il menace directement un candidat à la présidence de la République. Et ce candidat a fini par y mourir. Non seulement la géographie de la mort de Guy Brice Parfait Kolela continue à poser des problèmes, et nous avons un faisceau d'indices qui montre à suffisance que M. Kolela n'est pas mort, n'est-ce pas, au Congo, n'est pas mort en France, hein, mais qu'il est mort au Congo-Brazzaville, évidemment, parce que là, il y a des indices aussi qui montraient, il y a des gens qui, avant que l'affaire ne sorte, disaient que Kolela est mort, il est mort. Et la façon dont on a transporté le corps avec des avions qu'ils ont fait venir médicaliser ou que sais-je encore, on voit toute cette théâtralisation à l'aéroport de Maya-Maya. On ne dépose pas sur le sol le brancard d'une personne qui est encore vivante, qu'on veut expédier, qu'on veut, n'est-ce pas, transférer pour évacuer en France. On ne pose pas à même le sol. C'est déjà en tant que tel un indice, en tant que tel. Et le bras qui est complètement tombé comme ça, ce sont des indices que l'on voit pour démontrer que, évidemment, Guy Brice Parfait Kolela est mort et a été assassiné au Congo-Brazzaville par le régime en place, puisqu'il a eu des menaces avant. Là aussi, un groupe d'avocats aussi qui s'est mis en place. Et aussi, Faye Monama aussi sur cette question a été en pole position par rapport à cette affaire-là. Hein? Dans quelle mesure? Ben, tout simplement au niveau de l'enterrement. Mais comment se fait-il qu'un corps qui pose problème, sur lequel on a besoin de savoir la vérité. Et la vérité, ça s'acquiert. La vérité s'acquiert à partir, n'est-ce pas, de la science. La science utilise les autopsies pour savoir clairement aussi bien l'heure du décès que la cause de la mort. Mais tout cela a été escamoté. Je parle sous le contrôle de Lydie Kolela, avec qui nous avons travaillé en silence quand même autour de cette affaire de Kolela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a circuité, n'est-ce pas, toute la démarche qui était engagée pour chercher cette vérité-là. Et ça se passe où? Ça se passe en France, là aussi. Donc, les autorités françaises avaient le corps de Brice Parfait Kolela. Et on nous avançait, voilà, il faut enterrer le corps rapidement parce que le corps se... Mais ce n'est pas le plus important, ça. Le plus important, c'est de savoir de quoi est-ce que la personne était décédée. Et quand le corps, on peut le conserver des milliers et des milliers de fois. Et qui, les gens se sont rentrés pour vouloir enterrer rapidement, vite. Je ne vais pas citer des noms, c'est pas le plus important. On a vu cette théâtralisation, n'est-ce pas, à Paris, où les Faye Monama aussi étaient parmi les gens qui voulaient savoir cette vérité-là. Donc, le jeune Faye Monama marque sa référence aussi dans la lutte, évidemment, acharnée que lui et beaucoup d'autres aussi mènent sur le Congo-Brazzaville. Et il le fait, il se met en risque, il prend des risques, tout simplement, c'est pas pour lui, mais c'est pour les Congolais, parce qu'on a besoin que les Congolais aussi vivent à peu près correctement comme les autres dans cette affaire-là. Donc l'arrestation de Faye Monama, ce n'est pas tout simplement une personne qu'on interpelle comme ça pour les papiers ou que sais-je encore, c'est un problème éminemment politique. C'est un problème éminemment politique et nous appelons à la France de se ressaisir là-dessus, de se ressaisir. Parce que nous comprenons les choses. Il faut nous prendre en sérieux.
c'est pas pour rien que j'ai commencé par parler de moi-même par rapport aux études que j'ai faites, ce que je dois à la France et ce que j'ai rendu à la France aussi par les travaux de recherche que nous faisons pour la France. Le vieillissement de la population aujourd'hui est devenu un problème incontournable. En regardant les références sur Internet, ces travaux que j'ai eu à faire en France sont largement utilisés, n'est-ce pas, dans les enjeux du vieillissement en France et ailleurs également. Donc, c'est vous dire que nous participons, n'est-ce pas, à la renommée de la France en faisant des études approfondies sur les réalités françaises. On aurait pu les faire sur les réalités congolaises aussi. Il y a de la protection sociale au Congo-Brazzaville. On l'a fait. Donc, il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux pour dire que nous tendons vers des rapports plus apaisés avec la France. C'est peut-être pas demain que les Congolais vont apprendre à parler le russe ou à parler le chinois, je n'en sais rien. Les rapports avec la France sont des rapports fondateurs, sont des rapports essentiels. Alors, il faut que la France change quand même cette attitude qui parfois lui fait mal aussi. Et la France cherche à se cacher aussi quelque part parce que le régime de Brazzaville, le fonctionnement du régime de Brazzaville fait mal à la France parce que aussi badigeonné de boue qu'il soit, eh bien, cette boue aussi est projetée sur la France. Parce que la France est engagée dans un secours, dans un soutien, presque les yeux fermés vis-à-vis d'un régime politique qui massacre sa propre population, là. C'est quand même des choses aussi, on n'est pas contre la France quand on le dit de cette manière-là. Mais on aimerait quand même que la France soit raisonnable par rapport à la France, par rapport au Congo-Brazzaville. Que le régime au Congo-Brazzaville, ce n'est pas le régime qu'il faut. Ce n'est pas ce régime-là qui va faire la renommée de la France. La France a beaucoup plus à perdre qu'à gagner à soutenir un régime qui est un régime éminemment criminel. Et ce n'est pas une vue de l'esprit ou bien une critique que l'on fait par rapport au régime de Brazzaville. Il le démontre suffisamment. Parlons donc aussi de ce régime-là. Il s'agit évidemment de Faye Monama. Son affaire et on voulait rendre un hommage appuyé à ce consortium d'avocats. Et je voulais citer Maître Sylvain Senda, Maître Daniel Babin, et beaucoup d'autres aussi autour là qui sont en train de se décarcasser pour voir cette histoire-là. Nous les encourageons et nous applaudissons du travail qu'ils sont en train de faire parce que, évidemment, ils sont aussi du bon côté de l'histoire. Ils ont des arguments. Ils ont des arguments parce que la France, d'ailleurs, la France, eh bien, parlons-en de la France. La France, c'est ce pays des droits de l'homme, non? La révolution de 1789 qui a établi, et la révolution de 1789 pour repartir un peu dans l'histoire forte qui aujourd'hui, qui est lointaine, mais dont les effets se font voir aujourd'hui. 1789, c'est la Révolution française. La Révolution française, en fait, avait aussi un alinéa sur l'abolition de l'esclavage. La Révolution française avait bien notifié qu'il fallait arrêter avec l'esclavage. Mais de 1789 à 1848, la dernière abolition de l'esclavage, c'est 1840 ou 48 si je me trompe. Et si je me trompe, vous veuillez m'en excuser. Mais je crois que c'est 1848. De 87, je ne veux pas faire le calcul, je ne suis pas très fort en calcul, de 1787 à 1848, quand même, il y a une bonne bagatelle de près de 60 ans là. La Révolution française a voulu que l'esclavage soit arrêté, soit aboli. On a tenu près de 60 à 70 ans pour que cela se fasse. Donc, il y a quand même aussi ces rapports-là que nous connaissons très, très bien. Bon, mais par-delà, n'est-ce pas, cet aspect historique, il y a aussi quand même aussi la Convention de Genève relative, n'est-ce pas, au statut de réfugié de 1951, je pense cela. Mais bien sûr que Faye Monama peut être, n'est-ce pas, considéré comme un réfugié politique à partir du moment où son activisme est un activisme séculaire. On le voit très, très, très bien. On voit les rapports que le régime de Brazzaville avec ce jeune garçon. Ses parents, sa mère a été attaquée sauvagement au Congo-Brazzaville. Il a été menacé et ainsi de suite. Donc, il est clair et net que
Si la France continue à vouloir renvoyer Faye Monama au Congo-Brazzaville, c'est une faute grave. C'est une faute grave qui revêt un caractère criminel. Il revêt un caractère criminel parce que la France veut livrer un jeune combattant, un jeune résistant, et qui a suffisamment de raisons de résister, puisque nous avons donné chaque fois les raisons pour lesquelles nous résistons. Nous résistons. Ce n'est pas que nous ayons contre qui que ce soit, mais c'est tout simplement qu'une gouvernance qui est criminelle qui est criminel à plusieurs points de vue. Et le régime est criminel parce qu'il tue les gens. La vie est sacrée, la vie ne doit pas être tuée, la vie doit être protégée. Et tout régime politique, c'est ça le sens de la gouvernance. Des personnes qui viennent au pouvoir doivent avoir dans la tête le bien-être des populations qu'ils gouvernent. C'est cela, mais ce n'est pas cela qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais la criminalité aussi, elle est aussi financière et économique aussi, on le voit très bien, parce que les Congolais de Brazzaville, je ne vais pas revenir sur la litanie des salaires qui ne sont pas payés, des gens qui sont de la misère, et ainsi de suite. Et il est clair que rien ne marche au Congo-Brazzaville, le disent un pays pétrolier, mais qui est encore le plus pauvre, un pays à qui on a allégé la dette à beaucoup de fois. Vous connaissez tout cela, puisque vous le faites en tant que Français, en tant qu'Américain, en tant que Club de Londres, en tant que... Vous connaissez les rapports, le FMI, vous connaissez le rapport avec le Congo-Brazzaville. Vous le connaissez très, très, très bien, puisque vous avez des données, vous êtes en contact avec eux. Vous ne pouvez pas vous demander un peu comment un petit pays de 5 millions d'habitants, et les 5 millions d'habitants pratiquement ne bénéficient de rien, n'est-ce pas, du Congo-Brazzaville. Ne bénéficient de rien, ils ne font que payer des impôts. Ils font que payer des impôts. Donc, ils ont 5 millions. Mais ils ne reçoivent rien du Congo-Brazzaville. C'est eux qui donnent encore au Congo-Brazzaville. Un pays qui engrange des sommes extraordinaires parce qu'on produit du pétrole, du bois et tout le tralala. Donc, il y a beaucoup d'argent qui devait rentrer au Congo-Brazzaville pour améliorer la vie des gens, des Congolais du Brazzaville. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ce sont les Congolais qui donnent encore de l'argent. Non seulement on ne leur paye pas leur salaire, mais les Congolais donnent de l'argent au gouvernement. Mais où passe l'argent du Congo? C'est la criminalité que moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre que les gens soient tranquilles, gouvernent les pays tranquillement, comme ça. Et il y a combien les personnes que le Congo-Brazzaville s'occupe au Congo-Brazzaville? C'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires, il y en a combien? Mais il y en a moins de 100 000 fonctionnaires. Sur 5 millions, 6 millions de Congolais, moins de 100 000 fonctionnaires. Et ce sont ces 100 000 fonctionnaires qu'on n'arrive pas à payer, qui cumulent des années et des années sans salaire. Est-ce que, franchement, rien qu'à voir cela, ça laisse les gens tranquilles? Non, 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 non. Franchement, je sais très bien aussi que quand nous parlons de cette manière-là, nous sommes dans le viseur, certainement de la France. Nous sommes le viseur de la France. Mais nous n'en avons cure. Nous n'en avons cure parce que nous n'avons tué personne. Nous n'avons commis aucun crime en tant que tel. Nous sommes des personnes qui jouissons de notre liberté de parole. Parce que la liberté de la parole, c'est quand même l'un des principes de la démocratie qui est n'est-ce pas, magnifié en France, quand même. Donc, voilà, pour revenir un peu à cette affaire-là, vous voyez très bien que le régime de Brazzaville est clairement, ils sont en cessation de paiement, ils l'ont dit eux-mêmes, sans toute honte but, ils disent qu'ils sont en cessation de paiement. Et vous voyez que les Congolais restent tranquilles, tranquillement, applaudissent un régime comme cela? Non, 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 nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. Ce sont, évidemment, ces miséreux-là et qui parfois bavardent et vont encore coucher avec ce régime-là qu'ils feront. Mais nous ne le ferons pas. Parce que c'est contraire à notre éthique. À l'éthique aussi. Voilà, je parlais donc de la Convention de Genève sur les réfugiés, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres provisions juridiques qui sont là autour, et notamment le protocole de 1967 aussi, relatif au statut, n'est-ce pas, de réfugiés. Le protocole qui vient, n'est-ce pas, renforcer, n'est-ce pas, la Convention de Genève. Et ce n'est pas tout aussi. Il y a, pour revenir à la France, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Là encore, on doit beaucoup à la France de 1948. C'est la Révolution française
qui a produit, n'est-ce pas, les droits de l'homme et qui, par la suite, est devenue une disposition internationale sur laquelle tout le monde se base là-dessus. Et il y a eu d'autres provisions, le pacte international relatif aux personnes, comment on appelle encore cette disposition-là, ça va me revenir, le pacte international relatif c'est important quand même de mentionner cela. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, là aussi, quand même, c'est une disposition qui est très, très importante. À partir du moment où le jeune Faye Monama, c'est un problème éminemment politique, on l'a dit. Donc, on ne peut pas comme ça livrer un jeune par rapport à cela. Il y a d'autres dispositions aussi, la Convention contre la torture. Voilà, ça aussi c'est très important. Et autres peines qui sont, n'est-ce pas, des traitements cruels et inhumains et dégradants. Et ça, c'est 1984, il n'y a pas longtemps. Donc, il y a un certain nombre de provisions que la France connaît très, très, très bien et que la France comprendrait que la France, en voulant livrer le jeune Faye Monama à un régime criminel, il le fait sciemment et se rend complice de la criminalité de Denis Sassou Nguesso. Et la France n'a pas besoin de cela. J'ai dit que le régime de Brazzaville est badigeonné de boue pillantes. Et la France veut aussi recueillir sur elle cette boue puante. Et cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Et il y a encore un autre fait là, quand même, aussi. En 2004, si mes souvenirs sont bons, après qu'il ait eu la boucherie à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, non seulement la guerre de 1997, près de 40 000 morts, hein, un truc comme ça, non seulement ils ont tué les gens pour aider Denis Sassou Nguesso à reprendre le pouvoir à un régime démocratiquement élu et que Jacques Chirac se soit déplacé en Angola pour applaudir ce barbare qui venait de reprendre le pouvoir par ces moyens-là, Denis Sassou Nguesso, pour ne pas le nommer. Mais il faut le nommer, il faut le nommer. Il faut qu'il comprenne que là, nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça. Nous ne sommes pas d'accord et nous sommes conscients du danger que nous courons parce que finalement, on se rend compte que s'il y a des régimes à l'extérieur qui soutiennent Denis Sassou Nguesso, eh bien, nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes en danger également et ceux qui sont au Congo-Brazzaville, qui nous lancent chaque fois la litanie du « Ah, mais c'est parce que vous êtes à l'étranger, venez au Congo, vous battez avec. » Mais nous nous battons déjà ici. Nous nous battons déjà ici, là où nous sommes. Parce que M. Denis Sassou Nguesso, en fait, sa puissance corruptive, on le sait très, très, très bien. Et ce n'est pas François Hollande qui me dira le contraire, là aussi. Hein? Mais nous sommes en danger ici également. Nous sommes en danger ici. Donc, il faut arrêter le combat que nous menons pour le Congo-Brazzaville. Le danger, il est partout. Il est partout, le danger. Alors, je voulais parler quand même de ce qui s'est passé en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Mais vous savez très bien qu'en 2004, M. Denis Sassou Nguesso qui a repris son pouvoir par les moyens que nous connaissons, maintenant il veut stabiliser son régime et depuis qu'il est arrivé en 97, ça fait maintenant 27 ans qu'il est seul au Congo-Brazzaville, politiquement, physiquement, il est seul, il est incapable de stabiliser la réalité du Congo-Brazzaville. Il est incapable, il est seul. Au temps de Lissouba, tout le monde était là. Personne n'est allé en exil avec Pascal Lissouba. On n'a pas mis, n'est-ce pas, des journalistes en prison. Mais allez voir la situation aujourd'hui. Sassou Nguesso est seul depuis 1997 et jusqu'à aujourd'hui, et la situation du Congo est toujours en crise. C'est quand même un indice qui devait pousser les gens à s'interroger sur ce régime-là. Et tous les systèmes à l'extérieur qui soutiennent ce régime criminel sont aussi des régimes criminels. Il faut le dire clairement. Il y a une causalité circulaire là-dessus. Alors, en 2004, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Denis Sassou Nguesso demande, n'est-ce pas, aux Congolais qui sont à l'étranger de rentrer puisque la guerre était finie. Maintenant, il a repris son pouvoir, il est pépère, il peut gouverner comme il veut. Maintenant, il ne fera plus l'erreur de Sassou 1 où il a laissé la conférence nationale se tenir. Maintenant, il a verrouillé partout. Et tout le travail qu'il a fait, c'est de verrouiller partout. Je me suis fait avoir la première fois. Cette fois-ci, je ne me fais pas avoir. Et en verrouillant partout, au lieu évidemment de faire bien pour que nous autres qui ne l'aimions pas aussi, nous nous mettons à l'applaudir, il fait pire. Il est sur le pouvoir, il a l'argent pour sa politique, il a tout, mais il fait pire. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, il rajoute une autre dimension, c'est aller chercher les Rwandais pour continuer un peu cette criminalité au Congo-Brazzaville. Mais attendez, quand même, à un certain moment, il faut quand même se dire que non, mais là, c'est quand même trop flagrant, là.
Je reviens en 2004. Qu'est-ce qui se passe en 2004? Mais les jeunes qui sont à Kinshasa, encadrés par les Nations Unies, le commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Tout le monde connaît cette histoire-là. Des Congolais qui rentrent à Brazzaville et qui arrivent à l'embarcadère de Brazzaville et qui sont massacrés. 353 jeunes qui sont massacrés. Ils l'ont reconnu. Il y a eu un procès à Brazzaville. Il y a eu un procès à Brazzaville où ils ont reconnu la responsabilité de l'État dans la disparition, n'est-ce pas, de ces personnes-là et d'autres personnes qui ont des preuves là-dessus, de la manière dont ils ont massacré les gens au Congo-Brazzaville. Alors quand même, M. Ndengue, qui était le chef de la police, tristement célèbre, là, Ndengue, c'est lui qui est à l'origine de ça. On nous dit qu'il a fait enregistrer 8 heures de vidéos parce que, évidemment, il ne voulait pas partir de son poste. On lui a poussé à la démission parce qu'il y a d'autres enjeux qui étaient là également et qu'il représentait désormais un danger pour cela. Mais on aimerait quand même qu'il soit aussi fort, qu'on laisse un peu ses enregistrements, qu'il dise sa vérité, puisqu'il a la vérité, il a dit, lui. Mais Ndengue, il était ici, là, en France, là. Ndengue, il était en France, mais il a été interpellé à la prison de la Santé en 2004. On connaît bien cette affaire-là. Il a fait des témoignages là-dessus, lui-même aussi. Ndengue a été libéré nuitamment par Jacques Chirac, qui a réveillé les grands personnages du droit en France. Le réveiller nuitamment pour qu'il aille signer une décharge pour qu'on puisse sortir Ndengue de prison, parce qu'il est resté en prison comme à Brazzaville. Il ne faut pas se faire avoir le vendredi, parce que après, si vous passez le week-end là-bas, mais vous êtes fini là. Christian Perrin en sait quelque chose. Alors, Ndengue, il est libéré ici en France, notamment par Jacques Chirac, donc une affaire d'État encore, et ça montre, n'est-ce pas, la complicité qu'il a à la France entre un personnage éminemment criminel qui est Denis Sassou Nguesso, qui massacre son pays, et donc la France aussi contribue à massacrer son pays, à massacrer les Congolais qui lui ont rien fait. Mais pourtant, la France a tout fait pour libérer Ndengue, qui du Bourget a décollé aux premières heures de la même avant les premières heures de la matinée. Et il avait décollé tout de suite pour rejoindre, n'est-ce pas, l'écurie de la sauvagerie, là où se passent tous les crimes au Congo-Brazzaville, et le mettre à l'abri. Donc, voilà comment un jeune homme, Faye Monama, qui ne fait que dire sa vérité, et on l'incarcère. Et on veut l'envoyer, n'est-ce pas, au Congo-Brazzaville pour se faire massacrer, pour se faire tuer, là. Non, 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 non. Il faut vraiment que... Ce qui est encore terrible aussi, c'est que les intellectuels congolais, mais c'est quand même assez curieux qu'on ne nous voit pas. Qu'on ne nous voit pas. Les intellectuels qui connaissent l'ABC, les intellectuels, les scientifiques qui savent très bien que la vérité, c'est pas celle que l'on voit, mais la vérité, il faut la conquérir. La vérité scientifique est objet de conquête, c'est-à-dire que c'est pas ce que nous voyons qui est la vérité, mais la vérité, on la trouve à travers les analyses, à travers des corrélations qu'on fait contre les phénomènes. Il faut que les intellectuels aussi se mettent en pôle position, ceux qui sont dans les universités, qui ont des postes, mais il faut se lever, que ce soit au Congo-Brazzaville aussi, parce que la question du Congo-Brazzaville, quand même, c'est une question c'est très grave ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Hein? C'est une atteinte au genre humain en tant que tel. Les gens ne le voient pas. Ceux qui sont au Congo-Brazzaville vivent leur vie quotidienne, se lèvent en fait, dans l'amusement et tout cela. Ils ne voient pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville, ce que les gens font dans le secret, évidemment, qui va donner une certaine direction au pays. Mais c'est effroyable, n'est-ce pas, les projets qui sont faits au Congo-Brazzaville. Ça n'est pas normal. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on se lève. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire pour beaucoup de gens ont intervenu sur le jeune demander sa libération. Évidemment, il faut que ce jeune garçon soit libéré. Il n'a rien fait de mauvais. Il n'a rien fait de mauvais. Hein? La lutte que mène Faye Monama,
c'est une lutte qui est juste. Et Faye Monama avec beaucoup d'autres avec lui. C'est une lutte qui est juste. Et la France, en tant que nation des droits de l'homme, devait naturellement soutenir ce genre d'initiative. Et la France a intérêt, n'est-ce pas, à changer, n'est-ce pas, le paradigme avec le Congo-Brazzaville. Il faut changer le paradigme avec le Congo-Brazzaville parce que ça ne peut pas continuer de cette manière-là. Voyez? Donc voilà ce que je voulais dire ce matin pour aussi ne pas être indifférent par rapport à ce qui se passe en ce moment avec ce jeune garçon très, 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 très courageux qui se met en danger et qui met sa famille également en danger pour le bien de tout le monde. Pour le bien de tout le monde. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui et nous sommes le 14 septembre 2024 et le jeune Faye Monama doit être libéré sans autre forme de procès et que la justice française doit être une justice limpide et juste. Il ne faut pas que la France, la belle France, soit semblable à une république bananière. Et c'est tout comme l'air. Ça a l'air d'être une république bananière. Et c'est pour ça que les Français doivent dire non. Je ne vais pas m'intégrer, m'ingérer dans la politique interne en France. Je crois que je pourrais le faire puisque je suis un citoyen français également. Voyez? Alors, donc, Faye Monama, de là où tu te trouves, sois fort. Sois fort. Nous sommes très, très nombreux à suivre ton combat. Nous sommes très nombreux à te soutenir. Nous sommes très nombreux à t'accompagner dans cette bataille qui est une bataille féroce pour laquelle bataille, évidemment, nous sommes absolument conscients que nous pouvons y perdre la vie. Mais, vous savez, toutes les morts n'ont pas la même valeur. Et quand nous le disons, nous ne donnerons pas notre corps, que prenez notre corps et venez nous le tuer. Nous nous défendons. Mais les idéaux de la nation sont plus fortes que la petite vie que nous incarnons. Ceux qui sont au pouvoir au Congo-Brazzaville, certainement, ils se rendent compte que, ah ben oui, tout ça pour ça. Je tuais tout ce monde-là, ils sont 6 pieds sous terre. Et je suis toujours là, je suis toujours là. Ben oui, continuez à regarder, je suis toujours là, ce qui arrive en face. Voilà. C'est quoi la valeur ajoutée de massacrer les gens gratuitement, tout simplement pour des choses qui n'ont aucune valeur? Simplement le goût du pouvoir, de domination, de tyrannie. C'est une opération à somme nulle. Voilà. Faye Monama, tiens bon, nous sommes nombreux à te soutenir, à t'accompagner dans cette bataille, qui est une bataille pour la nation congolaise. Merci, je suis Georges Goma. J'habite au Canada.